Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du cours du chapitre 9 sur l'émission et la perception d'un son. Avant de voir cette partie de cours, nous allons commencer par faire une activité documentaire ensemble qui est l'activité que vous voyez ici, l'activité numéro 20, éviter les risques auditifs. Comme la dernière fois, c'est une activité que vous allez faire de votre côté. Vous allez mettre cette vidéo en pause et vous allez prendre 30-35 minutes grand maximum pour essayer de faire cette activité par vous-même. Et ensuite, vous remettez la vidéo en route pour qu'on puisse faire des corrections tous ensemble. Je vais commencer par vous donner quelques coups de pouce, donc pour ceux qui veulent le faire sans aide, n'hésitez pas à couper maintenant et à remettre la vidéo après avoir fait l'activité. Pour les autres, on va voir un peu ensemble les documents et les différentes questions. Alors, cette activité documentaire nous dit qu'on se demande qu'est-ce qui différencie les infrasons, audibles par les éléphants et les baleines, des ultrasons perceptibles par les dauphins, les chiens et les chauves-souris, et des sons audibles pour les humains. Pourquoi certaines personnes, même jeunes, entendent-elles moins bien, et quelle attitude doit-on adopter pour conserver longtemps ces pleines capacités auditives? L'objectif est d'étudier le domaine des fréquences audibles et d'exploiter une échelle de niveau sonore dans une perspective de prévention des risques auditifs. Donc de vous apprendre ce qu'il faut faire et sur quoi il faut se baser pour faire attention à son audition. Alors dans le premier document, vous avez une frise, un graphique des domaines de fréquences audibles par différents mammifères. Je vous laisse le consulter. Dans le document 2, vous avez l'intensité sonore. Donc on vous décrit ce qu'est l'intensité sonore. Donc c'est une nouvelle notion qu'on va voir, on va revoir dans le cours juste après. Donc l'intensité sonore est l'énergie reçue par unité de temps et par unité de surface, c'est-à-dire la puissance reçue par unité de surface. Parce qu'une puissance, c'est une énergie par unité de temps. C'est des joules par seconde. C'est ce que mesure l'intensité sonore I en un endroit donné. La plus petite intensité d'un son qui peut être perçu et qu'on appelle seuil d'audibilité vaut I0 égale 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc l'intensité sonore, l'unité c'est les watts par mètre carré, c'est puissance par unité de surface. Le seuil de douleur variable selon les personnes est compris entre 1 et 10 watts par mètre carré, et on vous explique que l'énergie reçue en un lieu donné n'est qu'une partie de l'énergie émise. Au fur et à mesure que le son se propage, il se répartit sur des sphères de plus en plus grandes. Il en va de même de la puissance reçue. Ensuite, voyons les documents d'après. Donc, dans le document 3, on vous donne une échelle de niveau d'intensité sonore L. Donc, on a vu l'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L, ou on appelle aussi niveau sonore. Lui, il n'est pas en watts par mètre carré, il est donné en décibels. Et l'intérêt, c'est que ça soit plus simple à manipuler comme unité que des watts par mètre carré et des puissances de 10 comme on a vu juste avant. Donc, il est exprimé en décibels et la valeur varie de 0 pour le seuil d'audibilité à environ 120 pour le seuil de douleur. Entre les deux sons d'intensité extrême, la différence de niveau est de 120 décibels, mais le rapport entre les intensités correspondantes est de 10 puissance 12. C'est tout l'intérêt d'utiliser cette échelle de décibels, parce que si on parlait uniquement en intensité en watts par mètre carré, eh ben on se retrouverait avec des grosses puissances comme ça de 10, et c'est justement ça qu'on veut éviter. Et on vous précise que les niveaux sonores ne s'ajoutent pas. Lorsqu'on est exposé à deux sources de même intensité sonore, le niveau n'augmente que de 3 décibels. Un lave-vaisselle et le niveau sonore d'un lave-linge est de soit 50 décibels. Si on en met les deux simultanément, on se retrouve avec 53 décibels uniquement. Ça ne double pas le niveau d'intensité sonore. Document 4, on vous explique les risques auditifs par rapport aux cellules ciliées, etc. Je vous laisse lire ce document. Et document 5, on vous explique la protection des oreilles des musiciens, donc les bouchons d'oreilles qui sont utilisés, les recommandations qui sont faites pour la sécurité des musiciens. Alors voyons un peu les questions. D'après le document 1, quelles sont les fréquences les plus basses audibles par l'homme, les plus hautes? Et alors ça, il vous suffit de regarder le document. On a déjà parlé de ça pendant la précédente activité documentaire, donc là, très simple. La question 2, c'est pareil, vous pouvez la faire en lisant le document 1 attentivement. La question 3, on vous demande d'expliquer à partir du document 2 pourquoi s'éloigner d'une source sonore permet d'être moins exposé aux nuisances sonores. Alors réfléchissez bien par rapport à ce qui est expliqué là dans le petit encadré de texte avec le schéma. Et grâce à ça, vous pouvez imaginer en fait ce qui se passe quand on s'éloigne de la source, en sachant qu'une intensité sonore, c'est de la puissance par unité de surface. D'accord? Donc plus la surface augmente, et plus la puissance reçue est importante, etc. Et inversement. Bref, réfléchissez par rapport à ça et essayez de comprendre pourquoi en s'éloignant, ça expose moins aux nuisances sonores. Question 4, estimez à partir du document 3 le niveau sonore pour les situations suivantes. Donc vous avez 4 situations. Grâce au document numéro 3, vous avez différents niveaux sonores en décibels et essayez d'estimer, donc c'est une estimation, il n'y a pas besoin d'être précis à 1 près ou à 5 près, il n'y a pas une bonne réponse, il y a on va dire une tranche à choisir pour bien comprendre quelle est l'intensité sonore d'une chambre à coucher, d'une salle de classe. Donc là c'est une estimation qu'on vous demande de donner grâce à cette échelle. Dans les questions suivantes,
On vous demande d'utiliser le doc 3 pour discuter l'affirmation qui dit que tant que je n'ai pas mal aux oreilles, je ne risque rien. Donc regardez bien encore une fois ce document et voyez ce qui vous est noté ici et voyez surtout ce qui est marqué dans ce tableau pour pouvoir répondre à cette question. Question 6, on vous demande de citer les troubles auditifs susceptibles d'apparaître après une exposition à des volumes sonores excessifs. Donc encore une fois, il faut bien lire le document 4. Et question 7, on vous demande d'expliquer en quoi la plupart des recommandations faites aux musiciens classiques peuvent être adaptées aux situations d'écoute de toutes les sortes de musique à domicile, en concert ou en discothèque. Pareil, lisez bien le document 5 et normalement vous êtes capable de répondre à la question à partir de ça. Voilà, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui ont regardé les coups de pouce et la remettre une fois que vous avez réalisé cette activité, donc encore une fois une trentaine de minutes maximum, et ensuite on fait la correction ensemble. Voilà, c'est parti pour la correction. Donc j'estime que vous avez fait l'activité. On va repartir au début et on va voir la correction tous ensemble. Alors dans la question 1, on nous demande, d'après le document 1, quelles sont les fréquences les plus basses audibles par l'homme et les plus hautes. Donc ça on l'avait déjà vu précédemment dans les anciennes activités documentaires. Si on regarde là, on voit que les sons audibles qui sont en orange se situent de 20 Hz à 20 kHz ou 20 000 Hz. Donc les fréquences les plus basses audibles par l'homme sont voisines de 20 Hz, les plus hautes sont voisines de 20 kHz. Question 2, en s'appuyant sur le document 1, proposer une définition des infrasons et des ultrasons. Alors on a vu dans le document 1 que les ultrasons sont au-dessus de 20 kHz, les infrasons sont en dessous de 20 Hz. On répond donc, on appelle infrasons les sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz et les ultrasons les sons dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Ça encore une fois on l'avait déjà vu. Question 3. Expliquer à partir du document 2 pourquoi s'éloigner d'une source sonore permet d'être moins exposé aux nuisances sonores. Donc dans le document 2, on vous disait que l'énergie reçue en un lieu donné n'est qu'une partie de l'énergie émise. Donc en fait, quand le son part, il émet toutes ces ondes là et l'énergie est répartie dans ces ondes sonores. Au fur et à mesure que le son se propage, il se répartit sur des sphères de plus en plus grandes. Il en va de même de la puissance reçue. Donc en fait, la puissance initiale qui est émise par l'émetteur ici de son, elle est répartie sur tout le cercle, là, toute l'onde, toute la surface. Si on augmente le diamètre, on aura toujours la même puissance, mais elle sera répartie sur une plus grande surface. C'est ce qui fait que plus on est loin, et plus le son qu'on va recevoir correspond à une énergie plus faible. On peut dire la puissance sonore émise par une source se répartit sur des sphères de plus en plus grandes à mesure que l'on s'éloigne de la source. Ainsi, la puissance par unité de surface diminue quand la distance augmente. La puissance reçue par l'oreille sera d'autant plus faible que la distance de la source est importante. Les risques auditifs diminuent donc avec la distance. Question 4. Estimer à partir du document 3 le niveau sonore pour les situations suivantes. Alors, chambre à coucher durant la nuit, donc on va afficher le document 3. Chambre à coucher durant la nuit, on est à peu près, on est moins qu'un restaurant calme, mais un peu plus qu'un tic-tac d'une horloge. On peut dire qu'on est dans les environs de 40 décibels, c'est une estimation possible. Alors bien sûr, si vous voyez 45, 35, ça reste bon, c'est une estimation. Une salle de classe où on travaille silencieusement, on peut estimer que c'est à peu près comme un restaurant calme, donc 50 décibels. Une salle de classe où on travaille en groupe, donc c'est un peu plus bruyant, on peut estimer que c'est comme des conversations, donc 60 décibels. Et enfin, une cantine scolaire, c'est beaucoup plus bruyant, c'est peut-être pas aussi bruyant qu'une circulation intense, mais c'est plus bruyant qu'une tondeuse à gazon, donc c'est entre 70 et 80 décibels, donc là on a mis 75 décibels environ. Ensuite, la question suivante, question 5, utilisez le document 3 pour discuter l'affirmation « Tant que je n'ai pas mal aux oreilles, je ne risque rien ». Alors voyons voir le document 3. Dans le document 3, on voit ici un seuil de douleur et un seuil de danger. Donc on est en danger techniquement avant de commencer à avoir mal. Donc en fait, finalement, ce n'est pas le seuil de douleur qui est la référence, et donc la phrase tant que j'ai pas mal aux oreilles je risque rien, elle est fausse. Il faut vous dire que quand vous écoutez de la musique, que ce soit avec les écouteurs ou avec les enceintes, si vous mettez le son trop fort, vous abîmez les oreilles, même si vous n'avez pas mal aux oreilles. Vous abîmez vos cellules ciliées à partir du moment où vous entrez dans le seuil de danger. Il faut donc faire très attention à ça. Donc la réponse, c'est sur le document 3, on constate que le seuil de danger, 90 décibels, est notablement inférieur au seuil de douleur. Ainsi, les risques auditifs sont bien présents, alors même qu'il n'y a pas encore de sensation de douleur. L'affirmation est donc fausse, c'est pourquoi une éducation à la prévention des risques auditifs est indispensable. Ensuite, question 6, citer les troubles auditifs susceptibles d'apparaître après une exposition à des volumes sonores excessifs. D'après le document 4, donc dans le document 4, on cite quelques troubles auditifs liés à l'exposition des sons intenses, comme la surdité totale ou partielle, les acouphènes et l'hyperacousie. Donc tout ça est décrit dans le texte qui est ici.
Question 7, enfin, expliquez en quoi la plupart des recommandations faites aux musiciens classiques peuvent être adaptées aux situations d'écoute de toutes les sortes de musique à domicile, en concert ou en discothèque. Donc ça, c'était à partir du document 5, et en lisant le document 5 attentivement, on pouvait dire que les recommandations faites aux musiciens classiques ne sont pas spécifiques à ce type de musique. De la même façon, à la maison, en concert ou en discothèque, il est nécessaire d'effectuer des pauses et de tenir compte de la position et de la distance des sources sonores pour éviter de s'exposer à des risques. Dans le document 5, on vous parlait par exemple de la trompette, où comme ils ont un cône de diffusion très étroit, ils sont bien dirigés vers la salle et non vers les musiciens des premiers rangs pour pas abîmer les oreilles des musiciens. Et les musiciens ont également des bouchons sur mesure utilisés pour l'orchestre et pour le travail quotidien d'un percussionniste, donc celui qui est sur la batterie, et qu'on peut régler le niveau de décibels absorbés en fonction des situations. Donc il y a toutes ces mesures de précaution, elles sont utilisées dans les concerts, mais elles s'appliquent aussi au quotidien. Il faut faire attention à ne pas être trop près de l'enceinte, à ne pas subir un son trop important en termes de niveau sonore, etc., etc. Voilà pour cette activité documentaire. Maintenant, on va passer à la partie de cours. Au niveau du cours, on en était arrivé à la perception d'un son, grand 2, et grand 2 petit 1, le domaine de fréquence. Alors, l'oreille humaine ne peut entendre que les signaux sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. C'est ce qu'on vient de voir pendant nos activités documentaires, celle-ci et les précédentes. Donc voici un petit schéma, les infrasons se situent en dessous de 20 Hz et les ultrasons au-dessus de 20 kHz. Ce sont des sons que nous n'entendons pas, nous les humains. Vous avez les dauphins qui sont capables d'entendre les ultrasons et certains infrasons. Vous avez également les orques et polars qui entendent les ultrasons et qui communiquent avec les ultrasons. Et enfin le chien, un animal qu'on connaît bien tous, qui, on le sait, entend les ultrasons. Maintenant la hauteur et le timbre. Plus la hauteur d'un son est grande, plus sa fréquence est élevée, et plus il est aigu. A l'inverse, un son grave est associé à une basse fréquence. Donc quand on parle de la hauteur d'un son, c'est savoir s'il est aigu ou grave, et c'est dépendant de la fréquence. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait vu dans le jeu vidéo À la poursuite du professeur Chaos, vous deviez reconstituer ce puzzle avec les différentes fréquences des notes qui allaient de Do 2 à Si 4, et grâce au tableau de fréquences que vous trouviez aussi avec une autre énigme, vous pouviez trouver les notes qu'il fallait taper sur le piano pour ouvrir le passage secret. Et quand vous regardez ce tableau de fréquences, maintenant qu'on a vu ça tous ensemble, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on monte de notes, on monte dans les notes, on monte dans les octaves, la fréquence augmente de plus en plus. Et pour ceux qui jouent du piano et qui connaissent un peu, plus on monte, plus on va vers la droite, plus c'est aigu au niveau des touches. Et on voit bien que plus on va vers la droite également, plus les fréquences augmentent. Donc on voit bien que plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, et plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Le timbre d'un son, lui, par contre, il est lié non pas à la fréquence, mais à la forme du signal sonore. Par exemple, dans ce document, ces deux signaux sonores ont la même période, donc la même fréquence, et donc la même hauteur. Vous voyez, la période est la même, ils ont la même fréquence. Par contre, ils n'ont pas du tout la même forme, et donc ils n'ont pas le même timbre. Voilà la différence entre la hauteur, qui est liée à la fréquence, et donc à la période, et le timbre, qui est lié à la forme du signal. Par exemple, une guitare et une trompette qui jouent la même note, admettons un La, émettent des sons qui ont la même hauteur, vu qu'on les entend de la même manière, on a l'impression que c'est la même note. Cependant, la perception sonore est différente. Les deux sons émis ont des timbres différents. Vous entendez bien qu'une guitare ne sonne pas de la même manière qu'une trompette, même s'ils jouent la même note. Ça, c'est lié au timbre. 2 petit 3, intensité et niveau d'intensité sonore. Donc encore une fois, c'est ce qu'on vient de voir dans l'activité documentaire. Plus l'amplitude d'un signal sonore est élevée, plus l'intensité sonore I est grande. L'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré. Donc vous voyez, c'est dépendant de l'amplitude. Donc à même période, même fréquence, si on augmente l'amplitude, on augmente l'intensité sonore. La grandeur liée à la sensibilité de l'oreille humaine et qui est plus facile à manipuler est le niveau d'intensité sonore L, qui s'exprime en décibels. Donc au lieu d'avoir à manipuler toutes ces puissances de 10 moins quelque chose, on a choisi de se servir du niveau d'intensité sonore où le 0 est le niveau le plus faible qu'on puisse entendre, c'est-à-dire le seuil d'audibilité. Donc on se servira, vous connaissez bien cette échelle de décibels, alors que je suis persuadé que vous n'avez encore jamais entendu parler de l'intensité sonore en watts par mètre carré, parce qu'elle est beaucoup plus facile à manipuler. L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore varient dans le même sens, c'est-à-dire que quand on augmente l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore en décibels augmente également. Et le niveau d'intensité sonore se mesure à l'aide d'un sonomètre. Remarque, l'intensité sonore n'est pas proportionnelle au niveau d'intensité sonore. C'est-à-dire que si on prend un trompettiste, un saxophoniste plutôt là ici, il a une certaine intensité sonore I et un certain niveau d'intensité sonore L. Quand on en a deux en même temps qui jouent, on ne va pas doubler le niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore, elle va être doublée, on va se retrouver avec
une intensité doublée en watts par mètre carré, mais le niveau d'intensité sonore, le niveau sonore en décibels, lui ne va juste se voir augmenter que de 3. Ils ne sont pas proportionnels. Et même exemple, si on a un zombie qui fait une certaine quantité de bruit, une certaine intensité sonore, vous avez beau avoir une horde de zombies, de 100 zombies, vous n'allez avoir que 3 décibels supplémentaires par zombie, simplement. Et enfin, petit 4, l'exposition sonore. Plus le niveau d'intensité sonore et la durée d'exposition sont élevés, plus les risques d'atteinte de l'audition sont importants. Voici une petite courbe qui vous montre bien le seuil de douleur qui est à 120 décibels. Et on nous dit, pour limiter les risques, le niveau maximal d'intensité sonore des baladeurs est fixé à 100 décibels pour justement pas qu'on risque d'arriver jusqu'au seuil de douleur. Mais si vous vous souvenez bien de ce qu'on a vu dans l'activité documentaire, même à 100 décibels, si vous mettez votre baladeur à fond, vous risquez d'endommager vos oreilles. Vous n'aurez pas mal, mais vous allez abîmer vos cellules ciliées. Et à ce niveau maximal d'intensité sonore, la limite d'exposition par jour est 15 minutes. Voilà, il ne faut pas dépasser 15 minutes par jour à 100 décibels, sans quoi vous commencez à abîmer vos cellules ciliées, etc. L'exposition sonore tient compte du niveau d'intensité sonore et de la durée d'exposition. C'est ces deux caractéristiques qui sont importantes. Il ne suffit pas de dire que le son il est de 80 décibels. Il faut aussi dire 80 décibels, oui, mais pendant combien de temps? Une exposition sonore trop élevée peut avoir des conséquences irréversibles comme une surdité partielle, voire totale. Vous risquez de ne plus jamais retrouver l'audition comme elle était avant ou avoir des acouphènes, c'est-à-dire des bruits en permanence aigus dans vos oreilles. C'est pas forcément super agréable. Voilà des exemples, comme on a vu dans l'activité documentaire. Donc à partir de 90, ça devient un danger, les sons sont nocifs, et arrivé à 120, vous avez le seuil de douleur. 85, c'est la législation du travail. Et donc on vous dit, durée limite d'exposition, 120 à 140 décibels, quelques secondes seulement suffisent à provoquer des dégâts irréversibles. 100 décibels, 15 minutes par jour, 97 décibels, 30 minutes par jour, etc., etc. Donc il faut toujours prendre en compte à la fois le niveau d'intensité sonore, mais également la durée d'exposition. Et donc faire bien attention à la santé de ses oreilles et de son audition, parce que c'est quand même compliqué de faire sans. Voilà pour le cours. On va pas faire quelques petits exercices d'application. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 11, page 217. Donc comparer les hauteurs de son. Donc c'est des exercices d'application très rapides, c'est juste pour dire d'illustrer la leçon qu'on vient de faire. On nous demande sans calcul d'indiquer quel est le son le plus haut à l'aide de leur représentation temporelle. Alors, encore une fois, si vous voulez faire pause et essayer de regarder un peu l'exercice tout seul, n'hésitez pas. Et après, regardez la correction. Donc là, on voit deux sons différents. Le son A et le son B, qui ont d'ailleurs des formes différentes, donc on voit que leur timbre n'est pas le même. Mais là, on ne nous parle pas de timbre, on nous parle de hauteur. On nous demande quel est le son le plus haut. Et on sait que le son le plus haut, ça veut dire le son le plus aigu. Et ça veut dire également le son qui a la fréquence la plus forte. Or, si vous en tenez à la formule qu'on a apprise, la formule de la fréquence nous dit que la fréquence est égale à l'inverse de la période. Ça veut dire que plus la période est grande, plus la fréquence est petite et inversement. Ici, on a une période qui est beaucoup plus grande que dans le son B, qui a une période plus petite. Vous voyez là, une période ça fait ça. Donc en termes d'échelle, l'échelle est faite de la même manière, ça avance tous les 5, donc on voit bien sans même avoir à faire de calcul, on ne vous demande même pas d'essayer de calculer la période ou la fréquence, juste d'observer que, là en 5 millisecondes, on va avoir que un peu plus d'une période, alors que sur le son B, en 5 millisecondes, on va en avoir un peu plus de 2. Ça veut dire que la période du son A est plus grande et donc sa fréquence sera plus petite. Donc le son le plus haut, celui qui a la plus haute fréquence, ça sera le son B. Ensuite, en deuxième exercice, on va faire l'exercice 17, page 218, je vous l'affiche, qui concerne l'oreille humaine. Donc le but c'est d'exploiter un graphique et de faire preuve d'esprit critique. Le graphique ci-dessous représente dans la zone jaune les niveaux d'intensité sonore des sons audibles en fonction de la fréquence du son perçu par l'oreille humaine. Donc vous avez le seuil d'audibilité en fonction de la fréquence, parce qu'on n'entend pas aussi facilement les sons en fonction de leur fréquence. Vous voyez, le seuil d'audibilité, c'est pas une droite. Donc dans la question 1, on vous dit d'estimer la fréquence pour laquelle la sensibilité de l'oreille humaine est la plus grande, c'est-à-dire le son le plus faible, le moins fort, qu'on puisse entendre en fonction de la fréquence. Si on regarde cette courbe, on voit que le seuil d'audibilité, c'est-à-dire le moment à partir duquel le son il commence à être perceptible à nos oreilles, on voit qu'il est au plus bas, aux alentours de 4000 Hz, on va dire. Dans la question 2, on vous demande dans quel domaine de fréquence l'oreille humaine entend-elle des sons dont le niveau d'intensité sonore est de 40 décibels. Donc on regarde 40 décibels, hop, on peut tracer très bien une droite ici, et on voit que le domaine de fréquence
à laquelle l'oreille humaine entend les sons de 40 décibels, c'est à partir d'ici, donc on va dire de à peu près 60 décibels, et ça va jusqu'à ici à peu près, donc toujours dans les 40, on suit la droite ici, donc on va jusqu'à environ 18 000 Hz à peu près. Voilà. Donc on peut dire dans la question 2 qu'un son de 40 décibels, l'oreille humaine est capable de l'entendre pour une fréquence comprise entre 80 Hz et 18 000 Hz environ. Question 4. L'oreille humaine entend les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Cette information est-elle complète? Donc on sait que l'oreille humaine entend entre 20 Hz et 20 kHz. Mais est-ce que cette information est complète? On peut dire que le niveau d'intensité sonore minimale des sons varie en fonction de la fréquence. L'oreille humaine entend certes les sons entre 20 Hz et 20 kHz, mais pas avec le même seuil d'audibilité. Il faut que le son, si on veut l'entendre à 20 Hz, il va falloir que l'intensité sonore soit forte, le niveau d'intensité sonore. Alors que si on veut entendre un son de 4000 Hz, il n'y a pas besoin de beaucoup, on l'entend tout de suite, on l'entend très facilement. Donc dire que l'oreille humaine entend les sons entre 20 Hz et 20 kHz, c'est pas complet. Il faut rajouter que les sons aux extrémités de cet intervalle doivent avoir un niveau d'intensité sonore élevé pour être perceptibles. Question 5. Indiquez si la hauteur des sons est un facteur de risque. Alors la hauteur du son, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est la hauteur du son? C'est la fréquence. Donc plus le son est haut, plus la fréquence est grande. Est-ce que c'est un facteur de risque? Si on regarde le niveau du seuil de douleur, on voit bien qu'il varie pas beaucoup. À part là, il redescend un tout petit peu. Mais on va dire que c'est à peu près stable, à peu près sur 120 décibels. Donc peu importe la hauteur du son, on va dire que c'est pas vraiment un facteur à risque. Le seuil de douleur, il est à peu près constant sur l'intervalle 20 Hz et 20 kHz. C'est proche de 120 décibels, ce qui fait que la hauteur d'un son n'a pas d'influence sur sa dangerosité. Le danger est lié au niveau d'intensité sonore ainsi qu'à la durée d'exposition. Et enfin, question 6, localisez sur le diagramme le domaine des ultrasons. Alors le domaine des ultrasons, c'est quoi? C'est les sons qui ont une fréquence plus importante que le seuil d'audibilité de l'homme, de l'être humain. Et donc si on regarde, on voit bien que c'est au-dessus de 20 kHz comme on l'a appris dans le cours. Voilà pour ces exercices d'application. Donc on en a terminé avec la deuxième partie du cours sur le son. Ça va être justement la fin de ce chapitre. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander de me faire l'exercice 16, page 218, qui sera à me rendre sur Classroom grâce au Google Doc comme d'habitude. Je vérifierai que le travail est fait. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite un bon courage et puis une bonne fin de journée.